Assalamu alaikum. Écoutez, j'ai décidé de faire cette vidéo pour raconter un petit peu l'histoire de notre cher pays. Et dernièrement, j'étais à Paris dans une petite réunion au quartier latin et j'ai été surpris. Il y avait des Africains de toute la sous-région. On était en train d'étudier, de discuter sur les périodes fécondes de l'indépendance et chaque orateur qui présentait son pays le présentait d'une manière plus que favorable et glorifiait les pères de l'indépendance de ces pays. Il y avait des Guinéens qui parlaient de Sékou Touré, qui lui rendaient un hommage vibrant. Il y avait des Ghanéens, Kwame Nkrumah, et sa folle résistance face à l'impérialisme, des Tanzaniens, Julius Nyerere, des Maliens, Modibo Keïta, et j'en passe, et des meilleurs. Et j'ai été surpris quand, évoquant le Sénégal, on s'arrêtait sur Léopold Sédar Senghor, l'ami des Français. Et je suis sorti de cette réunion-là choqué, et je me suis dit qu'il serait intéressant d'essayer modestement, parce que je ne représente que moi-même, je suis un petit Sénégalais avec très peu de connaissances, mais qui a été à un certain moment témoin d'une partie importante de cette histoire que je vais vous raconter. Lors de cette rencontre, quelqu'un a posé une question sur la relation Mamadou Dia, Léopold Sédar Senghor. Et j'ai été surpris que les réponses qui étaient apportées étaient contraires à la réalité. Et je me suis dit, je vais faire cette petite vidéo très modestement, sans aucune prétention, pour remettre les choses en place. Le Sénégal était au moment de l'indépendance dans une situation particulière. Nous avions au sommet de l'État des hommes d'une valeur exceptionnelle. On pourrait dire que nous avions au Sénégal 4 pères de l'indépendance. C'était une situation unique. Léopold Sédar Senghor, Lamine Gueye, Mamadou Dia, je pourrais citer, je dis 4, mais je pourrais en citer, voilà, ils étaient tous imbus des mêmes valeurs, des valeurs de tolérance, de dignité, de grands intellectuels qui s'appréciaient particulièrement. Alors, Mamadou Dia, Senghor, le conflit de 62, le malheureux conflit de 62.
Mamadou Dia Senghor, c'était une fraternité à nul autre pareil. Quand Senghor théorisait, écrivait l'hymne national du Sénégal, dans une strophe, il a dit « Mon plus que frère, Sénégalais debout ». Et quelqu'un qui était dans la salle, dans son salon, lui a dit « Mais Léopold, je sais qui c'est, je pense que c'est Lamine Diakhaté qui lui a dit ça, notre valeureux ministre de la Culture, qui lui a dit mais ce plus que frère, nous devinons qui c'est, mais ce plus que frère, c'est Mamadou Dia, mon plus que frère sénégalais debout. Mamadou Dia, au sortir de l'école William Ponty de Dakar, à Sébikotane, ne voulait pas faire de la politique. Il était absolument contre l'idée de s'engager politiquement. Alors j'ai essayé de savoir pourquoi. Il avait une conception morale de la vie qui était fondamentalement élevée. C'est quelqu'un qui surpassait tout le monde de par son sens aigu de la morale, sa droiture, son intelligence, sa rigueur, et il pensait que ces qualités-là étaient contraires aux errements liés à la politique. Il ne voulait pas faire de la politique. C'est Léopold Sédar Senghor qui a remué les montagnes, qui l'a presque obligé de s'engager en politique. Alors pour cela, Léopold Sédar Senghor a même utilisé un parent alpulaar de Mamadou Dia, Houphouët Dia. Alors quand j'ai dit aux gens Houphouët Dia, ils étaient surpris. Dia, mais il s'appelle Boigny, non. Il s'appelle Houphouët Dia. Boigny, c'est le nom du bélier en territoire baoulé, puisqu'il était imprégné, son père était imprégné de cette culture baoulée, il vivait en territoire baoulé, il a préféré choisir ce nom et abandonner malheureusement son patronyme sénégalo-malien, mais Houphouët Boigny, une grande partie de sa famille était sénégalaise. Donc, alors, Houphouët Dia va rencontrer à plusieurs reprises Mamadou Dia pour lui dire mais il faut que tu aides Léopold. Il faut que tu l'aides parce que le territoire indépendant, vous allez former un couple d'enfer. Et j'aurais dû dire, c'est une expression malvenue, un couple du paradis, et vous aurez les moyens de développer ce pays-là. À force d'insister, Mamadou Dia, le grand Maodo qu'il est devenu, après, Mamadou Dia est venu dire à Senghor, écoute, grand frère, je ne peux pas ne pas répondre à ton appel, et il s'est engagé en politique.
D'ailleurs, vous verrez que pour signer les transferts de compétences de la France au Sénégal, c'est Mamadou Dia qui s'est présenté à Paris face à Michel Debré. Senghor lui a dit très rapidement, écoute, si tu viens travailler avec moi, je vais te laisser faire. Moi, ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est que le Sénégal avance, mais je ne veux pas lâcher mes humanités. Donc, je vais te laisser conduire à ta guise l'État. Et à aucun moment, je dis bien à aucun moment, je ne te mettrai des bâtons dans les roues. Et c'est très librement, mais alors très très librement que Mamadou Dia a pris les rênes de l'État, Senghor se contentant, selon la belle formule française, d'inaugurer les chrysanthèmes. Et pour vous dire, la France était particulièrement hostile à Mamadou Dia, qui était un africaniste convaincu, et qui pensait qu'il fallait combattre l'économie de traite et donner le pouvoir aux paysans. Et à Dakar, il y avait le président de la Chambre de commerce, un certain Charles-Henri Galenka, qui était l'homme à Dakar de Jacques Foccart, qui était le secrétaire général des affaires africaines et malgaches, et éminence grise du général de Gaulle. Alors Mamadou Dia est rapidement venu voir Léopold, son frère, son plus que frère, son grand frère, Léopold Sédar Senghor, pour lui dire qu'il avait un plan, qu'il était en train de réfléchir sur un plan pour développer le Sénégal. Et que pour cela, il avait besoin d'amener à Dakar des experts français et qu'il voulait lui en faire part et avoir son avis. Senghor lui a dit de lui dire le nom de ses experts et il lui a cité le nom d'un dominicain, donc d'un abbé dominicain qui était à Paris, qui s'appelait le révérend père Lebré. Senghor lui a dit, ah, Dia, yaa ngi si l'abbé yi léegi yow de di nga jaaxalaat mais il faut y aller carte blanche demal nga jël ko nga delloo ko si kër gi nga indi ko si kër gi et puis il va travailler avec toi. Et c'est comme ça que Mamadou Dia a fait un séjour à Paris, un bref séjour à Paris, et est rentré au Sénégal avec cette équipe qui l'a aidé à, entre guillemets, rendre le pouvoir aux paysans. Alors vous comprenez, les Français du Sénégal étaient particulièrement hostiles à la politique que défendait Mamadou Dia, et pensaient que, parce qu'on installait ce qu'on appelle aujourd'hui le néocolonialisme, l'indépendance a été un leurre, c'était une autre manière de nous dominer. Mamadou Dia en avait absolument conscience. Il pensait qu'il fallait vraiment mobiliser le peuple. Et il y était arrivé parce qu'il avait mis le peuple sénégalais au travail, avec l'assentiment de Léopold Sédar Senghor. Alors, lors d'une tournée à Paris, non, une tournée internationale, je crois qu'il était parti en Roumanie, mais je peux me tromper, dans un des pays de l'Est. Alors, il était d'usage, quand on passait à Paris, d'aller immédiatement rue Monsieur, voir Jacques Foccart. Et à l'issue de ce rendez-vous,
Jacques Foccart, l'éminence grise du général de Gaulle, sortait un carnet de rendez-vous et proposait aux dirigeants africains qui étaient dans son bureau une rencontre avec le général de Gaulle. Et la dernière fois, il lui a dit, mais monsieur le secrétaire général, j'ai beaucoup de respect pour le général. Je vous demande d'ailleurs de transmettre mes hommages à Madame de Gaulle, qui nous reçoit toujours aussi parfaitement. Mais je ne vais pas le déranger, il a un grand pays à gérer. Moi, j'ai un petit pays, j'ai beaucoup de travail. Et je vous demande cette fois-ci vraiment différer, de m'empêcher, d'accepter que je ne rencontre pas le général de Gaulle. Et je peux vous assurer que ce n'est nullement lui manquer de respect. Vous comprenez que Jacques Foccart était furieux. Il considérait ce refus du rendez-vous comme une défiance. Et c'est à partir de ce jour-là qu'il a commencé à manœuvrer pour séparer les deux hommes. Ces deux hommes qui se croyaient inséparables. Alors les Seytanés, les Nafers qui sont nombreux, qui commencent à être nombreux dans ce pays, avant il y en avait très peu. Mais rapidement, avec la politique, avec l'argent qui arrivait, ils ont commencé à manœuvrer pour séparer les deux hommes. Il y a eu des complots, je ne dis pas un complot, plusieurs complots pour essayer de les séparer. Ils allaient régulièrement dire à Senghor, oui, Mamadou Dia, c'est un communiste, Mamadou Dia, c'est un communiste, Mamadou Dia, il visite les pays de l'Est, il est très lié à l'Algérie, vous vous rendez compte, il va vous le laisser faire, est-ce que c'est prudent? Mais si vous disez non, mais vous savez, vous me fatiguez avec... moi, je l'ai laissé carte blanche et je suis sûr, je suis certain, je mettrai ma main au feu que jamais Mamadou Dia ne me trahira. C'est-à-dire, à jamais il n'essaiera de s'emparer de l'État. Moi, je suis là. Je contrôle à minima ce qu'il fait, mais je sens qu'il le fait bien. Quand je fais mes tournées dans les campagnes sénégalaises, je vois que les paysans commencent à être contents, et je trouve ça... non, laissez-le travailler, voilà, tout ira très bien. Et durant cette période-là, il ne se passait pas une semaine où, je n'ai pas cité les noms, des députés sénégalais qui venaient lui dire oui, c'est Mamadou Dia le président, il est, voilà, c'est non, mais vous pouvez me parler, mais je n'entends pas ce que vous me dites. Mamadou Dia, c'est la fidélité même, et il fait ce travail-là remarquablement. Alors, une fois, au retour d'une tournée internationale, d'un voyage international, Mamadou Dia débarque à Dakar et se rend compte que des décisions graves ont été prises par l'Assemblée nationale et qui octroyaient des privilèges aux députés. Il est vrai que partout en Afrique, les députés commençaient à avoir beaucoup de privilèges, les hommes politiques, et Mamadou Dia pensait qu'on était un pays pauvre et qu'il fallait garder le même rythme qu'on avait à l'époque coloniale, que ce n'était pas possible qu'on introduise un système d'enrichissement
alors que les populations pauvres vivaient dans des conditions très difficiles. Et Mamadouya a pensé qu'avant de prendre une décision comme ça, il fallait réunir en sa présence, le comité directeur du parti, prendre une décision. Donc il s'est opposé à cette funeste décision. Il faut dire qu'avant de s'y opposer, il a essayé à plusieurs reprises de rencontrer Léopold Sédar Senghor et il y a eu quelques difficultés à le rencontrer. Il faut dire aussi qu'avant, Mamadou Dia n'avait pas besoin d'audience. C'est-à-dire quand il avait envie de voir son grand frère, Léopold, il est arrivé à la présidence, il le rencontrait. Il remarque que les derniers temps, quand il venait, on lui disait, oui, le président il est occupé, il faut prendre un rendez-vous, le protocole, il en était outré, mais puisque lui, il était très respectueux, il était un homme bon, un bon musulman, tout le monde pouvait en témoigner, et il ne voulait pas les heurter. Il était dur avec les personnes qui ne travaillaient pas, il pensait que l'administration sénégalaise devait être au service du peuple et répondre d'une manière efficiente aux besoins du peuple. Et l'argent de l'État ne devait pas rentrer dans les poches des politiciens. Il en avait fait le serment et Senghor, dans un premier temps, était parfaitement d'accord avec ça, mais cette fois-ci, voilà, on avait tellement monté contre Dia qui commençait à dire oui. Alors il rencontre Dia, il lui dit voilà, c'est compliqué, il y a certains de vos ministres qui me saluent à peine, Waljojo Ndiaye, il me salue à peine, il se prend pour un seigneur, c'est quoi cette histoire-là? On lui dit, mais si vous voulez, moi, j'allais dire Maki. J'allais dire Maki. Mamadou Dia, tous les deux, c'est des Alpolars, hein, comme vous faites Boigny. Alors, Mamadou Dia lui dit, mais moi, si vous voulez, je change de portefeuille. Si vous voulez aussi, je vous présente ma démission. Et il revient avec sa démission. C'est on lui dit, Mamadou, mon frère, mais si vous démissionnez, l'économie, moi, j'y connais rien, franchement. C'est vous qui, depuis l'indépendance, depuis les transferts de compétences de la France au Sénégal, vous occupez de ça d'une merveilleuse manière. Voilà, vous ne pouvez pas partir, il faut rester. Mais les députés finissent par convaincre un homme illustre, un grand Sénégalais, Lamine Gueye, c'est lui qui a fait venir Senghor à la politique. Ils se sont longtemps opposés, un moment, parce que Senghor a compris qu'on ne faisait pas de la politique à Dakar, qu'il fallait aller vers les paysans, qui étaient le plus grand nombre. À Dakar, il y avait 300 000 habitants. Avec 300 000 habitants, c'était pas possible de faire de la politique comme à l'époque coloniale. Alors les députés décident une motion de censure. On va renverser Mamadou Dia. Senghor, quand même, malheureusement, les laisse faire. Senghor les laisse faire parce qu'on l'avait convaincu que, ma foi, Dia avait une conception autoritaire du pouvoir, qu'il fallait quand même que l'Assemblée, les députés aient une certaine aisance comparée aux autres députés africains. Ah oui, j'oubliais de dire qu'il y avait aussi
c'était pas des actions, mais des participations aux épouses des députés. Ce que Mamadou avait trouvé épouvantable. Et les cheveux lui sont tombés dans la tête quand il a appris que cette décision avait été prise par l'Assemblée nationale. Alors Senghor décide, les députés décident de voter une motion de censure. Et à Mamadou Dia, de la période des transferts de compétences à l'indépendance, et n'avait pas fait d'erreur. Peut-être la garde républicaine. Alors qu'est-ce qu'il fait Dia? Il transforme la gendarmerie en garde républicaine. Dia qui n'était pas ethniciste du tout, qui la majorité de ses amis venaient de toutes les ethnies du Sénégal, dans une fraternisation extraordinaire. Quand on arrivait chez lui, il y avait tout le monde qui était là. Mais il décide de confier en alpulaar la garde républicaine. Et lui, il est parti de très bons sentiments. Il y a beaucoup de... il recrute beaucoup de gardes républicains, mais il prend beaucoup aussi qui viennent de sa région d'origine et parce qu'il y avait beaucoup de chômage là-bas, un peu plus que dans les autres régions. Et la garde est installée à Mbao et un petit peu à Dakar. Et c'est cette garde républicaine-là qui arrive à l'Assemblée nationale et qui interrompt les travaux, et qui demande aux députés de sortir de l'Assemblée nationale et de rentrer chez eux. Parce que c'est pas quelqu'un qui allait arrêter les députés. Georges Ndiaye qui était un peu plus vindicatif, un peu plus autoritaire, pensait que c'était pas possible de les laisser rentrer chez eux. Il fallait les tenir un moment et puis réorganiser l'État. Il les laisse rentrer chez eux à pied. Il les laisse rentrer chez eux à pied. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à côté, boulevard de la République, la maison de Lamine Gueye, qui est actuellement la maison des avocats. Lamine Gueye était le premier avocat noir d'Afrique. Ils vont dans son salon, il érige le salon en Assemblée nationale et vote la motion de censure. À partir de ce moment-là, Dia avait perdu toute légitimité, parce que, quoi qu'on puisse dire, le vote a été dûment acté. C'est un cas de figure qui n'était pas prévu par la Constitution ni par le règlement, mais c'était un cas exceptionnel. Ce sont les députés qui ont été nommés par le peuple, avec leur président, qui votent contre le Premier ministre, et le gouvernement de Mamadou Dia est renversé. C'est le début de la fin du Sénégal. Du Sénégal qui se préparait à aborder le monde d'une façon excessivement positive. Et à partir de ce moment-là, la catastrophe. Mamadou Dia allait se réfugier au building administratif, à la primature. On ne l'appelait pas encore la primature, le conseil vient d'intervenir un peu. Après, le lendemain, ou dans l'après-midi, je me souviens plus très bien,
il est allé à la résidence de Médina face au marché Tilène. Alors nous, on était des tout petits, 14-15 ans. On a couru de la primature, on n'avait pas de quoi acheter le billet, jusqu'à la résidence sans nous arrêter. Et on était bouleversés parce qu'on l'aimait. C'est le peuple entier sénégalais qui l'aimait. Et le peuple entier sénégalais approuvait les liens fraternels entre nos deux pères de la nation. Et quand on a vu les forces de sécurité s'emparer de Mamadou Dia, le sortir, j'ai eu l'audace de crier Vive Dia et j'ai été poursuivi par les policiers qui ne m'ont jamais attrapé. Alors c'est une première partie, régulièrement je vais vous parler sans notes, en évoquant juste mes souvenirs et mes lectures et mes questionnements. Je vais vous parler de cette histoire de notre magnifique pays. Et quand on voit ce qu'il est devenu, quand on voit... Je me rappelle, j'étais tout jeune, mon père était venu me dire un jour, il faut... j'ai des amis de ce qui était, je crois, le Rwanda-Urundi, des Rwandais donc d'aujourd'hui, qui venaient visiter Taroubour, on appelait ça, les étages de l'État, les étages du roi. Et je les avais accompagnés dans Dakar et ils étaient émerveillés. Et le jour, on me dit il faut aller apprendre la propreté, l'hygiène de la ville au Rwanda. J'ai été surpris. J'ai été surpris. Je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire, hein? Et quand on se balade à Dakar, on est aussi surpris. Parce que Dakar était la perle de l'Atlantique, de l'Afrique noire. Je me rappelle, quand j'étais tout jeune, même le sable des cours était tamisé. Il était tamisé. Et le dimanche, dans toutes les familles lébou de Dakar, on mettait... on mettait des draps blancs le dimanche, alors que les gens étaient musulmans. Voilà, on fêtait le dimanche, on mettait des draps blancs, les maisons étaient propres. Bon, bien sûr, il y a quelques éléments de progrès, mais rien ne peut expliquer le retard d'aujourd'hui. Alors, comme disent, va d'aller voir au Rwanda, ce qu'il nous faut, nous l'avons ici. Mais pour ça, il faut que les Sénégalais, les Sénégalaises trouvent des moyens de se rencontrer, de se parler, de s'aimer encore plus. Le jour, je disais à quelqu'un, mais la méchanceté ambiante, la quasi-violence qu'on constate actuellement, le bruit, la fureur qu'on constate est contraire et antinomique avec l'existence même de ce pays. C'est un très, 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 très grand pays. Vous vous rendez, un petit pays certes, mais un très grand peuple. Et je vais vous évoquer l'histoire de ce pays. Vous serez surpris. Vous serez complètement surpris quand on pense qu'au XVIIIe siècle, des Sénégalais étaient à Paris pour défendre l'Afrique noire. Hein? Au début, c'était des milices. Quand je vous raconterai 1789, la Révolution française, où une équipe avec des métis est venue rencontrer l'abbé Grégoire pour présenter un cahier de doléances. Je vous raconterai aussi
un homme illustre, un grand ministre français, un grand Sénégalais, Blaise Diagne. Blaise Diagne. Mais Blaise Diagne, il y a des gens qui savent rien de l'histoire et qui disent il est franc-maçon. Mais à l'époque, quand on n'était pas franc-maçon, on n'avait aucune chance de percer dans l'administration française. Au début, c'était des francs-maçons de circonstances. Bon, et puis, c'est l'histoire. À l'époque, les Blancs pensaient qu'on était des singes. Alors que quand quelqu'un arrive à s'imposer jusqu'à être ministre français, secrétaire d'État, chargé de la guerre, parce qu'on ne dit pas monsieur le secrétaire d'État, on dit monsieur le ministre. Et, si je vous dis que le gouverneur français de Dakar, quand il a appris qu'un noir, Blaise, avait été nommé sous-secrétaire d'État et qu'il allait être son supérieur, il était outré. C'était impensable. Il a immédiatement demandé à quitter Dakar et aller à la guerre. Parce que l'idée, je vous raconterai la prochaine fois la première visite, l'apothéose, je dis bien l'apothéose de la communauté dakaroise, donc de la communauté Lébou, parce que les Lébou étaient largement majoritaires à Dakar, il n'y avait que des Lébou, les 12 Penk. Je vous raconterai comment à Yakhedieuf, à Guissalan, à Niaychoker, à Rebus, à Kaifindiou, comment les Lébou ont intégré le fait que de leur... sa maman était originaire de Guinée, de la Guinée-Bissau, une dame magnifique. Lui aussi, il était magnifique de prestance, de dignité, d'honneur, de droiture. Et quand Clémenceau a voulu renverser le ministère Père-Levé, il a demandé qu'on lui apporte, que Diagne vienne le voir dans son bureau. Il a dit, Diagne, Blaise, mais il faut m'aider. Clémenceau, c'est le père de la victoire, attention. Il était président du conseil, il faut m'aider. Diagne est venu à la tribune de l'Assemblée nationale, habillé comme un dieu, parce qu'il était d'une élégance extraordinaire. C'est pas mon français à moi, c'était un français qui annonçait Léopold Sédar Senghor, c'est-à-dire un français mais châtié, et il a fait un discours mémorable, et le ministère a été renversé. Ayant renversé le ministère Père-Levé, il ne pouvait qu'obtenir une récompense. C'est vrai que la récompense a été d'aller recruter les Noirs pour sauver la France. Mais bien sûr, il y a une guerre mondiale. Il y a une guerre mondiale. Les Sénégalais vont aller dire, nous, on ne s'occupe pas de la guerre mondiale, alors qu'il y avait la guerre partout. Et les Sénégalais sont venus, les tirailleurs sénégalais, aidés de leurs frères maliens, qui étaient tirailleurs sénégalais communs, guinéens, burkinabés, tout ça. Ils sont allés, et puis ils ont sauvé la France. Je vous le dis, on ne vous le dit pas assez. Ces tirailleurs-là, ils ont sauvé la France. Voilà, chers amis, vous excuserez la diction qui est mauvaise. Des gens m'ont dit, ça rappelle Senghor. J'ai dit, aïe, 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 vous ne connaissez pas Senghor. Senghor, si vous l'avez approché, c'est de la perfection, en fait. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, mais j'aimais autant, sinon plus, sont plus que frères. Bomadudia, parce que j'ai pleuré quand je l'ai vu arrêté et humilié et envoyé à Kédougou. Dans une semaine, je vous ferai une autre vidéo où je vous parlerai de l'histoire du Sénégal. Il faut qu'on soit fiers, et que quand dans les conférences on dit c'est des vendus, vous dites c'est pas vrai, ils ne sont pas des vendus. Ce sont nos pères de la nation. Voilà. Momodiga a fait un sans faute. Senghor, bon, je sais pas, Senghor, franchement,
je n'ose pas trop le dire, ben, il a un peu trahi. Voilà, il a un peu trahi le grand Maodo. Écoutez, il faut que j'arrête parce que ça va être trop long. J'ai les larmes aux yeux et je vous remercie.